Donc, bonjour et merci pour l'invitation. C'est la première fois que je viens à Nantes. C'est d'ailleurs la première fois que je m'aventure aussi loin dans l'ouest de la France. C'est une très belle ville et le cadre, l'atmosphère, bien que les aléas du voyage heureusement que nous faisons 5 à 6 minutes de blabla avant de commencer, ça permet tôt ou tard à tout le monde de se calmer et d'être à fond dans le topic. Donc, je remerciais en tout cas les organisateurs pour l'invitation pour cette ville que je découvre et dans laquelle il règne une certaine atmosphère qui motive. Il n'y a pas que le soleil que nous voyons avec les yeux, une sorte de chaleur interne qui anime et qui donne envie de faire de bonnes choses. Et quand on ajoute à ça la forte présence relative qu'on observe dans cette salle quand même, il y a lieu de se dire que l'espoir est permis. J'ai ouï dire que les Camerounais sont très nombreux à Nantes, mais que beaucoup veulent voir leurs parents grandir. Et ça va prendre encore un certain temps avant que le courage n'atteigne le seuil critique pour que chacun se dise de toute façon... il n'y a pas le choix, on est mortel. La seule chose qu'on peut choisir, c'est la façon dont on va mourir. Est-ce qu'on veut mourir en lâche qui n'a pas eu la force et le courage de se battre pour que ceux qui viendront après lui aient un meilleur cadre de vie, de la même façon que ceux qui sont venus après lui se sont battus pour que lui, il ait un meilleur cadre de vie. Ce n'est que cette façon-là, ce n'est que de cette façon-là qu'on peut influencer notre condition humaine. Parce que celui qui veut empêcher la mort en soi, il court dans le sac pour parler crûment. Donc, c'est avec bon plaisir, disais-je, et je me suis dit qu'on allait parler de quelque chose qui a trait à l'actualité pour que ce soit un peu plus visible, un peu plus facile à comprendre, et je me suis dit qu'il fallait formuler la chose de manière la plus concrète possible, parce que, surtout nous, en Afrique francophone, nous parlons beaucoup. Il faut se le dire, ce ne sont pas les conférences qui manquent dans notre communauté, à ça non. Si les conférences et les discours développaient un continent, un pays, il est clair que les pays d'Afrique francophone formeraient la première puissance économique mondiale. La raison pour laquelle nous ne nous développons pas, ce n'est pas que ce n'est pas bien de parler, non. L'enjeu, c'est en fait ce qu'on dit quand on parle. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de quoi? Si je vous donne une phrase du genre... la promotion des prérogatives nationales régaliennes qui obéissent aux principes de réforme usuels qui nous animent, évidemment, ça ne veut rien dire du tout. J'ai parlé, mais c'est vite. Les gens écoutent et les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, j'aurais beau parler comme ça pendant des années, la réforme usuelle du consensus qui anime le principe de cohérence et de connivence entre individus. J'aurais beau parler comme ça pendant des années, il n'y aura pas de résultat parce que la semence est mauvaise. C'est comme semer pendant des siècles sur le mur, ça ne va jamais pousser, et ce n'est pas la durée qui va y changer quoi que ce soit. Donc pour que nous passions à une étape supérieure, il est important que dans notre discours, nous mettions ceux qui parlent, ceux qui nous écoutent, ce qui justement rend concernés nos auditeurs, pour qu'ils se disent « Ah oui, il y a un sujet tel face à un problème tel, et là on est en train de mener une discussion telle pour aboutir à une solution telle. » Au moins, on sait qu'il y a un objectif, une finalité, il y a une méthode, il y a une volonté. Et c'est un peu ce que je veux faire avec ce thème que j'ai pris, la contestation politique dans un état de non-droit. Le thème est d'autant plus important qu'actuellement nous avons justement au Cameroun un mouvement avec ses imperfections certes, mais un mouvement qui est en train de matérialiser ce que le conseiller Albert Nzangan disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire la réaction humaine est imprévisible. Les Burkinabés qui se sont levés en 2014, le 31 octobre, pour renverser Blaise Compaoré, ne savaient pas eux-mêmes la veille qu'ils allaient renverser Blaise Compaoré. Il y a une sorte d'émulation, il y a une sorte d'étincelle qui jaillit et on agit en se surprenant soi-même. Et c'est dans la même lignée qu'aujourd'hui, pendant qu'on prenait les Camerounais d'Afrique francophone comme des lâches, des poltrons, des couards, ce sont eux qui, enfin, de la branche même dont on n'imaginait pas, on croyait que c'est l'MRC qui veut déstabiliser le pays, ou que c'est la brigade anti-Sardinard qui va, je ne sais pas, financer
les ambazoniens pour aller bombarder le palais des taudis. Mais non, on voit que c'est les Camerounais de tous les jours, exactement comme les avocats et les enseignants il y a 5 ans. C'est les Camerounais de tous les jours, les enseignants, comme par hasard toujours les enseignants qui se disent bah, ça suffit, on a trop supporté. Les autorités camerounaises auraient dû s'inspirer des cours de géographie qu'on nous donne au collège, le volcanisme. Il y a justement la lave qui se forme sous le pic de la montagne et la pression est telle qu'à un moment donné, elle finit par jaillir et on appelle ça une éruption. On est en pleine éruption actuellement au Cameroun parce que les autorités n'ont pas vu que la lave était en train de bouillir sous la montagne. Ils se sont dit, comme la montagne est paisible, c'est que tout va bien. Ils ont occulté ce qui se passait à l'intérieur de la montagne. Et c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Donc, on est en train de voir que oui, il y a une contestation, il y a une continuité de ce qu'il y avait au départ en 2016 avec les avocats et les enseignants. Et si on agit par le même mécanisme de bêtise, de violence et de barbarie sur le simple citoyen, il y aura les mêmes métastases qu'il y a eu en 2016 et qui ont débouché à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre anglophone. Et comme le thème est important et comme il est actuel et comme il nous parle, je me suis dit quoi de mieux pour justement l'évoquer. Il ne s'agit pas, pour commencer, je dois quand même préciser que je ne vais pas dire ici ce qu'il faut faire pour renverser un régime ou alors pour réussir une contestation dans un état de non-droit. Ce serait être trop prétentieux. Ce n'est pas comme si un jour on m'a vu mener une manifestation au Cameroun ou mener un mouvement de grande envergure qui a bousculé les lignes outre mesure. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au contraire de partager avec vous une sorte de concertation sous fond de messages d'encouragement à ceux qui ont le courage au pays de faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Parce que moi, je suis dans la diaspora, je ne suis pas allé au Cameroun me placer devant les autorités, devant les Mami Wata en disant « je vous défie ». Eux, ils sont sur le terrain, ils sont au pays, ils ont justement réussi ce tour de force-là. Et ce que nous pouvons faire, puisque nous ne pouvons pas porter ce qu'eux ils portent, nous ne pouvons pas conduire la mobilisation qu'eux ils conduisent, ce que nous pouvons faire, c'est leur donner le carburant, sous toutes ses formes, le carburant qui va leur permettre de garder la motivation qu'ils avaient dès le départ quand ils ont décidé de se lever et de contester. Parce que oui, il y a le début, il y a la fougue, la hargne du début, la motivation, la flamme des premiers jours, mais après elle peut s'estomper. Il y a les manipulations dans les coulisses, il y a les tentatives de corruption, il y a les tentatives d'amener, enfin d'étouffement de tout mouvement. Et c'est ça la problématique chaque fois qu'on essaye de mener une revendication, quel que soit le domaine, il y a tellement d'obstacles que la revendication meurt souvent alors que les objets de la revendication n'ont pas été satisfaits. Et on se demande pourquoi la contestation a baissé, mais la réponse est souvent que les porteurs de la contestation ont été soudoyés dans les coulisses et derrière le rideau. Et du coup, on a comme ça annihilé leur volonté de voir un réel changement. Donc, je suis ici pour donner mon avis, ma vision de comment est-ce que nous pouvons, comprendre leur mobilisation, encourager leur mobilisation et participer activement à ce qu'ils continuent ces mobilisations-là. Parce que la mobilisation OTS n'est que justement la partie émergée de l'iceberg qui matérialise une condition mais totale, permanente. Les enseignants se plaignent de leur salaire. Ce n'est pas comme si les pompiers avaient leur salaire ou que les policiers, même qui vous arrêtent et qui tabassent leurs concitoyens, avaient leur salaire comme il se doit, ou que le fonctionnaire dans un autre domaine que le domaine académique avait son salaire. Donc en fait, ils sont l'étendard, ils sont en quelque sorte la figure, la façade d'un problème qui en fait touche en réalité toutes les couches sociales du Cameroun. Donc, si nous disons que nous allons les encourager, nous allons réfléchir à comment participer activement à maintenir la flamme dans leur esprit pour qu'ils poursuivent leur mouvement, c'est une façon de dire, nous allons justement nous activer à ce que toutes les couches camerounaises qui ont des choses à revendiquer, qui ont des choses à réclamer à un gouvernement, en l'occurrence, le gouvernement du Cameroun, ils doivent continuer, ils doivent redoubler d'ardeur là-dessus, ils ne doivent pas lâcher. Et c'est ça qui permettra d'avoir une société comme celle plus ou moins dans laquelle nous vivons. Même si elle a des défauts, il y a évidemment beaucoup de choses dans la société française, dans la façon de vivre, dans l'organisation de la politique que nous aimerions bien avoir chez eux. On aimerait bien avoir le type de semblant de démocratie qu'il y a en France.
que d'avoir le type de semblant de démocratie qu'il y a au Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en 2010, il y a justement un écrivain français, un vieil homme, il s'appelait Stéphane Hessel, il est mort entre-temps, puisqu'il avait déjà 90 ans passés lorsqu'il a écrit ce livre. C'était un petit pamphlet, un petit livre de 32 pages qu'il a intitulé « Indignez-vous ». J'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est ça qui a inspiré le titre de mon livre « Tu dois t'impliquer ». Parce que dans le livre « Indignez-vous », il dit « Il est impossible de trouver un citoyen qui n'a pas quelque chose à revendiquer à l'État. C'est impossible. Celui qui vous dit qu'il est satisfait de l'État, il est satisfait du gouvernement, est un hypocrite. Parce que personne ne peut dire l'État fait exactement ce que j'attends de lui. Tout le monde aimerait bien soit avoir une revalorisation salariale, soit avoir une baisse des cotisations pour, je sais pas, la retraite, une baisse de la fiscalité, une plus grande souplesse dans voilà, la bureaucratie pour gérer certains dossiers, ou alors simplement que les prix des biens de première nécessité dans les supermarchés soient revus à la baisse. Donc, il est impossible, tous autant que vous êtes sans être magicien, il y a des choses que nous devinons sans avoir besoin de pouvoir magique. Nous savons que tout le monde ici dans cette pièce, moi y compris, a des choses qu'il aimerait demander, des doléances, des revendications, des colères même qu'il aurait exprimées aussi bien au gouvernement camerounais dont nous sommes issus qu'au gouvernement français qui n'est même pas le nôtre. Mais c'est dire à quel point quand un humain vit dans un environnement donné, il y a énormément de conditions à remplir pour le satisfaire. Ça frôle l'impossibilité. Et comme ça frôle l'impossibilité, ça veut dire que nous avons tous une raison qui devrait nous pousser à revendiquer, qui devrait nous pousser à nous indigner, qui devrait nous pousser à réclamer quelque chose. Donc, la différence entre le Cameroun et l'Afrique, c'est que entre le Cameroun et la France, pardon, c'est que en France, ici, on a ce que j'ai appelé tout à l'heure un semblant de démocratie, c'est-à-dire un semblant d'état de droit. On a au moins des éléments qui nous permettent de respirer mieux que si on était au Cameroun. Je peux descendre dans la rue et dire Macron est le complice de l'assassin Paul Biya, mais je ne peux pas descendre à Yaoundé et dire Paul Biya et Macron sont des assassins. Dans l'une des deux parties du monde, la revendication est possible, dans l'autre, la revendication est corsée. Et c'est pour justement créer une sorte de pays où le cadre est plus respirable, plus viable que ce que nous avons actuellement, que justement on doit revendiquer. Donc, indignons-nous parce que la situation l'exige. Indignons-nous, certes, on est dans un état de non-droit, mais indignons-nous quand même. Pourquoi ? Parce que même dans ce qu'on appelle aujourd'hui état de droit, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, ce que vous voulez, ne sont devenus des états de droit que parce qu'ils étaient à l'époque des états de non-droit où les citoyens se sont battus pour que justement ils se transforment en état de droit. On est en train de parler de la France aujourd'hui, qui a voté il y a quelques semaines. Le droit de vote, il y a quelques décennies en France encore, n'était qu'une illusion. Et quand même il est entré en vigueur, aussi bien en France, en Grande-Bretagne, en tout cas dans les démocraties occidentales, comme on les appelle aujourd'hui, il était en vigueur pour les hommes avant de l'être pour les femmes, parfois des décennies après. Ça signifie qu'il a fallu de longues batailles. Quand on dit pareil, ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu de longues batailles pour sortir du crépuscule et aboutir à ce semblant de clarté qu'on a aujourd'hui. Ce n'est donc pas une excuse pour nous de dire que non, nous on est dans un état de non-droit et qu'on ne peut pas revendiquer. Or, tandis qu'en France c'est facile parce que comme c'est un état de droit, on peut revendiquer. J'aime bien m'essayer à un jeu historique parce que ça permet d'avoir des images, ça permet d'avoir des références, ça permet d'avoir un peu un tableau des figures qui se forment, des scènes qui se créent dans la tête parce que voilà, on présente une situation précise. Les Français n'ont pas seulement assassiné Jeanne d'Arc en 1431 quand ils étaient encore dans le trou de la répression, de la barbarie, de la terreur et quasiment de la féodalité, de la royauté. Même quand ils ont amorcé la révolution de 1789 où on disait Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, les femmes en France n'avaient pas les droits que les hommes avaient. Ça signifie que quand les Français disaient le droit de l'homme, ils parlaient de l'homme avec petit h. Les femmes n'avaient pas le droit. Mais les femmes ont dû revendiquer dans cet état de non-droit là pour justement obtenir ce droit. Et celle qui est restée dans le souvenir des citoyens s'appelait Olympe de Gouges. Elle a été assassinée quelques années après la Révolution française en 1793 parce qu'elle avait rédigé en guise de réponse
à la déclaration de l'homme et du citoyen, elle a rédigé la déclaration de la femme et de la citoyenne. De la même façon que Jeanne d'Arc avait été brûlée vive 400 ans plus tôt, on a justement guillotiné Olympe de Gouges parce qu'elle avait dit que les femmes aussi ont des droits. Ça veut dire que la France restait dans le même obscurantisme sur plusieurs siècles. Donc, les sociétés de droit d'aujourd'hui sont de profondes sociétés de non-droit d'hier. Les choses ne se passent pas comme ça de manière de manière impromptue et du jour au lendemain tout s'est amélioré. Non, nous sommes exactement dans le type d'obscurantisme qu'il y avait dans certains états de droit à l'époque. Et quand on voit que la contestation leur a permis de sortir justement des ténèbres, on comprend que la contestation n'est pas ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une faveur qu'on nous demande, c'est une obligation. C'est une obligation si on veut construire un pays où on est respecté. Et quand les enseignants sont descendus dans la rue au Cameroun pour dire on a trop supporté, c'est parce qu'ils ont compris que ça ne passe que par là. Et non seulement les sociétés de non-droit, les sociétés de droit d'aujourd'hui étaient des sociétés de non-droit d'hier, mais même aujourd'hui, ces sociétés de droit ont encore leurs démons à combattre. On a vu le mouvement des Gilets jaunes en France. La France insoumise, surtout, faisait allusion à cela, de Jean-Luc Mélenchon parlait de 32 personnes qui ont perdu un œil, 3-4 personnes qui ont les bras arrachés. Ça signifie que même aujourd'hui, dans ces sociétés de droit, on a eu le même problème en Allemagne avec la police qui s'est illustrée par une violence assez particulière lors des manifestations dans la ville de Hambourg il y a 2 ans. Il y en a même eu encore en marge des restrictions du Covid-19 il y a quelques mois. Donc, même dans ces sociétés dites de droit, il y a quand même encore des cas, il y a des soubresauts, il y a des relents de violence, il y a des relents de barbarie, il y a des relents de répression où les contestataires comprennent que la démocratie, le droit, la dignité humaine ne sont pas des destinations, ce ne sont pas des acquis, ce sont des processus auxquels on participe justement de manière éternelle. Parce que ce que vous avez acquis aujourd'hui, vous pouvez le perdre demain. Louis XIV avait restauré la monarchie absolue. Je sais pas, Lénine avait aboli le tsarisme en Russie en 1917, mais lorsque vous regardez les dirigeants russes après, ou le dirigeant russe actuel Vladimir Poutine, il a énormément de pouvoir à l'image d'un tsar, même si évidemment c'est un autre sujet, parce que la population russe, elle va dans une grande majorité être très à l'aise avec cette façon de gouverner. C'est juste pour dire ce que nous avons acquis aujourd'hui, ou ce que nous croyons que la France a acquis aujourd'hui. Même la France a gouverné pendant les 2 ans de Covid sous le système du Conseil de défense, sous un système assez opaque où les assemblées, les 2 chambres de l'Assemblée sont, comme au Cameroun, devenues des chambres d'enregistrement. Ça signifie que nous ne pouvons donc pas dire, et c'était ça la finalité de la petite présentation que j'ai faite, nous ne pouvons pas dire comme on est dans un état de non-droit, on doit abandonner parce que la contestation n'est possible que dans des états de droit. C'est comme dire que les gens qui doivent aller à l'hôpital sont ceux qui se portent bien, ce qui évidemment n'a pas de sens. Ce sont les malades qui se rendent à l'hôpital. Et c'est important justement de se référer à tous ces exemples que je prends parce que ça permet de comprendre que le Cameroun n'est pas un vase clos isolé du monde, mais que justement nous vivons au milieu de plusieurs centaines de pays qui ont chacun une histoire plus ou moins similaire à la nôtre. Prenez les Américains, c'était des Noirs. Les Noirs américains qui n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas de droit tout court, jusque dans les années 60. C'est dingue de se dire que jusqu'après des années 70 et même au-delà, les Noirs aux États-Unis, c'était encore une illusion. Martin Luther King qui aurait rêvé voir les Noirs et les Blancs se serrer la main en toute amitié, les Noirs voter. Il est mort en 1969, fusillé par une balle qui lui a traversé la moelle épinière, sans que son rêve n'ait pu se réaliser. Et l'on parle des années où certains de nos parents, voire certains d'entre nous, étaient déjà venus au monde. Ça signifie que même si en tant qu'Américain aujourd'hui c'est une démocratie, il y a à l'intérieur des Amériques des franges de la population qui ne vivent pas aussi bien la démocratie que ceux qui, justement, en profitent. Il y a encore des gens qui sont sous le joug de leurs compatriotes qui ne veulent pas les reconnaître comme leurs compatriotes à part entière. Donc,
le peuple noir que nous avons aujourd'hui, de par le monde, ne souffre pas seulement en Afrique, souffre également de par le monde et a traversé des choses horribles. Il a fallu contester, il a fallu marcher de Selma à Montgomery pour justement essayer de dire nous voulons le droit de vote. C'était un état de non-droit pour les Noirs à ce moment-là, parce que dans les États du Sud, comme l'Alabama, où se trouvait justement la ville de Montgomery, et où Rosa Parks avait refusé la place à un blanc, justement, il y avait des lois, ils appelaient ça les lois Jim Crow, depuis 1877, qui interdisaient justement aux Noirs de jouir des mêmes droits que les Blancs. Et quand tu revendiquais dans cet état de non-droit-là, quand tu revendiquais ton droit, on t'assassinait. On a tué Viola Liuzzo, on a tué en 65, dans ce qu'ils ont appelé le dimanche glaçant, le Bloody Sunday. Aujourd'hui, on est dimanche. On a tué Martin Luther King 4 années plus tard. Donc, les états de non-droit, il y en a toujours eu, mais ils sont devenus des états de droit parce que les gens se sont battus. Il n'y a pas que les Noirs qui se sont battus contre les Blancs pour avoir, justement, une considération. Nous sommes dans la ville de Nantes. Certainement, vous avez entendu parler de l'édit de Nantes. C'était en 1598, c'était justement des guerres de religion où les protestants n'avait pas voix au chapitre face justement aux autres communautés et où il a fallu que le roi Henri IV justement promulgue des lois de tolérance qui vont mettre fin à des siècles de guerre de religion où je n'ai pas de droit parce que simplement je suis d'une croyance autre. Dont la contestation, comme j'ai dit, le malade ne devient, ne recouvre la santé que quand il a eu recours à un médecin. Ce n'est pas celui qui va bien qui va dire je vais me faire soigner, c'est d'abord le malade. Et c'est intéressant parce que, voilà. Donc, on fait ce petit voyage mondial, comme je dis, pour justement avoir ces images et se dire, ben non, ce n'est pas, il n'y a pas une Europe qui se porte bien et où les gens connaissent l'être humain et ce qu'il vaut, et une Afrique pourrie où les gens ne considèrent pas l'être humain. Non, le monde a connu de tout temps ce type de revendication, le monde a connu de tout temps ce type de guerre. C'est chaque population qui doit comprendre que ben, cette fois c'est notre tour, puisque même, je ne sais pas, en Irlande dans les années 70, là c'était en 72, et c'était encore un dimanche, un autre Bloody Sunday, et c'était d'ailleurs un dimanche 30, aujourd'hui on est le 30 avril, mais c'était un dimanche 30 janvier. Il y a eu un autre dimanche sanglant où on a assassiné 22 personnes, dont une dizaine d'adolescents, parce qu'ils protestaient contre justement le non-respect de leur identité religieuse. Et là, c'est la police britannique que le gouvernement irlandais y avait envoyé justement pour tirer sur la population. Et je parle là des années 72, je ne parle pas d'une antiquité. Les années 72, ma mère était déjà venue au monde, le conseiller Albert Zong était déjà venu au monde, Maurice Kamto était déjà né. Donc, même dans l'époque contemporaine, ces états de droit étaient encore sur de grandes largeurs des états de non-droit, où pour la religion, pour la couleur de peau, pour les opinions politiques, on envoyait la police se faire matraquer. En gros, exactement comme ce que nous vivons au Cameroun actuellement. Il n'y a aucune différence à ce niveau. Mais à un moment donné, justement, un peuple comprend que je dois me lever. Justement, je dois me lever et voilà, prendre, comme on dit vulgairement, mon destin entre les mains. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire comme contribution? Si nous ne sommes pas ceux-là qui avons pris les devants et avons pris notre destin en main, on peut encourager, pas seulement par les mots, mais par justement le rappel historique, l'encouragement, une participation active, que ce soit en conseil, une participation matérielle, une participation logistique, une participation politique, une participation sociale, une participation humanitaire. On peut contribuer justement à pousser ces gens-là qui revendiquent à continuer leurs revendications parce qu'ils ont raison. Dans un état de non-droit, on a toujours raison de revendiquer. C'est même à ce niveau-là que la revendication est facile. Parce que, comme je disais, on a toujours des choses que nous allons réclamer. Les émeutes de 2008 au Cameroun, qui sont en fait un résultat de la crise économique mondiale qui avait commencé l'année précédente, les émeutes de 2008 sont une réponse, sont une réaction au fait que le carburant a augmenté, le pain a augmenté, on a largement de quoi produire le blé, le manioc, la farine avec le manioc, le maïs, avec des féculents qui font que quelqu'un de sérieux se demande mais qu'est-ce qui fait que les Africains sont autant obsédés par le blé?
ils ont le manioc, on a des compléments de nourriture dont l'Europe ne connaît même, n'imagine même pas l'existence. Et paradoxalement, eux qui n'ont quasiment que le blé et les céréales, c'est nous qui leur courons après parce qu'on veut la farine de blé et leur farine de céréales. Maintenant, quand ils sont en pénurie, quand il y a une rétention de la marchandise ou alors un déficit de production et qu'ils n'exportent plus vers nos pays, on se retrouve en pénurie, les fameuses périodes de vaches maigres, et justement, la population ayant faim trouve dans le ventre vide la raison de contester son gouvernement, qui n'a pas été capable de mettre sur pied des politiques qui permettent de nourrir tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est dans un état de non-droit que c'est facile. Quand je parlais des femmes tout à l'heure, qu'est-ce qui a conduit, entre autres, à ce que nous appelons aujourd'hui le 8 mars? C'est parce que les gens avaient faim. C'est dit peut-être bêtement comme ça, mais parce que les gens avaient faim en 1917, et les gens avaient faim parce que ils étaient à la guerre. Une partie de la population, c'est-à-dire les hommes, les valeureux, se faisaient la guerre. C'était la Première Guerre mondiale. Donc il y avait une économie qui tournait au ralenti parce qu'on fabriquait davantage d'armes que de nourriture. Les femmes restaient à la maison, ont commencé à revendiquer le retour de leur mari, la reprise de l'économie, la fin de la guerre. Et cela a pris tellement de l'ampleur que ça a contribué justement à la révolution de 1917. C'est donc après y avoir pris le pouvoir que celui qu'on nous appelons Lénine, Vladimir Ilitch, va justement consacrer en 1921 cette journée-là, qui était le 23 février du calendrier orthodoxe russe et qui tombait le 8 mars du calendrier julien, celui que nous utilisons, qui va consacrer justement cette journée-là comme la journée justement commémorative de la mobilisation des femmes. Quelques années plus tard, en 1977, l'Organisation des Nations Unies va consacrer donc comme journée internationale du droit des femmes. Parce que, dans un état de non-droit, on a besoin que le droit justement voit le jour. Et justement, l'histoire s'écrit par le courage de ceux qui ont la conscience justement que les choses ne vont pas bien et qu'il faut se battre. Et il faut d'autant plus se battre que quand vous regardez notre pays, le Cameroun, là-bas, on ne parle pas de journée internationale de la femme ou de journée internationale du travail qui aura lieu demain. On parle de fête du travail. Ceci que le concept, dès la base, est totalement annihilé. L'esprit initial, justement, d'une journée qui permet une réflexion sur une thématique donnée, qui était la réponse à un problème, on l'a totalement détruit parce qu'on pense à la jouissance, à la fête, Ce n'est pas interdit de fêter, mais quand on pense comme ça, évidemment, on n'est pas dans la logique d'améliorer la situation dans un état de non-droit. On est dans la continuité, avec une majorité qui souffre et une petite clique d'oligarques au-dessus qui n'ont pas le moindre problème vu qu'ils se sucrent et sur le dos de la population et sur les moyens de l'État. Donc, ces contestations-là sont faciles parce qu'il faut simplement se demander « j'ai besoin de quoi ?» C'est quand tu réalises le nombre de choses auxquelles tu as droit et le nombre de choses parmi ces choses auxquelles tu as droit que l'État central ne fait pas pour toi, que tu justement développes l'esprit de contestation. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, d'ailleurs Paul Biya l'avait repris en 2019, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais faites-le pour eux. C'est un raccourci facile. Et déjà c'est un très cher puisque c'est le président John Fitzgerald Kennedy qui l'avait dit à l'université Rice de Houston en 60, quand il avait été en 61, justement après son élection. Mais je considère que je suis, en tant que citoyen, contribuable, je paye des impôts à un État, donc je lui donne mon argent. Ce n'est pas pour qu'il fasse la Java avec cette fortune, c'est justement pour que lui, en retour, il me donne des facilitations. Lui, en retour, il utilise cet argent pour me faciliter la vie. Ça fait que quand j'ai contribué, quand j'ai payé l'impôt, quand j'ai respecté les lois du pays, je n'ai pas commis de crime, je n'ai pas fraudé le fisc, je n'ai pas agressé quelqu'un. C'est d'ailleurs, je suis régulier. Bon, je suis un citoyen, je suis innocent dans le fond comme sur la forme. Maintenant, on vient à la partie où, après y avoir rempli mes devoirs, j'ai aussi des droits. Et c'est maintenant l'État qui a des devoirs envers moi. Et quand il, justement, ne les réalise pas, après que j'ai fait le bilan, j'ai droit à quoi, j'ai droit à quoi, ah, il n'a rien fait de tout ce à quoi j'ai droit. Là, on développe l'esprit de contestation. C'est de là que viennent les colères, c'est de là que viennent les révoltes, c'est de là que viennent les revendications, les contestations. Parce que les gens vont dire, les hôpitaux, on n'a pas, les routes, on n'a pas, l'éducation,
On n'a pas l'infrastructure économique, on n'a pas les centres culturels, on n'a pas l'enseignement, même l'histoire, nous ne l'avons pas. Donc tout ça, ça crée des remous, ça crée des ressentis, et c'est commun à tous les pays. C'est ça qui fait donc, dans un état de non-droit, une contestation plus forte. Parce que dans un état de droit relatif, comme la France, on va revendiquer, il y aura peut-être 32 personnes qui vont perdre un œil, mais la même situation dans un état de non-droit conduit à 32 personnes qui vont perdre la vie. Parce que justement, c'est beaucoup plus farouche. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que comme c'est un état de non-droit et que l'état est violent, il faut obligatoirement contester pour renverser un régime ou pour tuer les dirigeants. Ce que les biaïstes n'ont pas compris, ce que ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun aujourd'hui n'ont pas compris, c'est que si par miracle, ils se levaient le matin, demain, et faisaient exactement ce que nous revendiquons, nous cesserions de revendiquer. Parce que nous n'avons pas pour vocation d'être au pouvoir absolument, non. Nous avons pour vocation que les Camerounais vivent comme des humains, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, tout ce dont ils ont droit, tout ce que justement l'État leur doit, que cela leur soit concédé. Ça signifie que si j'ai voulu que l'autoroute Yaoundé-Douala, qui aurait dû être inaugurée il y a 3 ans déjà, si c'est ça ma revendication, et qu'on la termine, et que s'il y a une surfacturation, on me rend compte sur justement l'utilisation des fonds, et que les fonds extorqués sont retrouvés et redistribués là où besoin est, évidemment, je n'ai plus rien à revendiquer. Si je veux aussi que les 3000 milliards qui ont servi, on a vu que le pangolin d'Olembe perdait peu à peu ses écailles. C'est comme dans la vie des reptiles de muer, et le nôtre mue plus rapidement que les autres, manifestement. Maintenant, si Ferdinand Gongo et toute sa clique m'expliquent l'utilisation des 3000 milliards sur des stades qui non seulement sont inachevés, mais en plus se dégradent à une vitesse faramineuse, avec Japoma dont la pelouse était humiliante pour le Cameroun. Vous avez vu les reportages des journalistes étrangers. Le chauvinisme va nous faire dire oui, ils doivent pas parler comme ça du Cameroun, mais la réalité est que pour un stade flambant neuf, la pelouse était pitoyable. Et maintenant, le stade d'Olembe, qui a réussi l'exploit incroyable de tuer 8 personnes en seulement 3 matchs, et maintenant de perdre ses écailles en quelques semaines d'exploitation, évidemment, quand tu as coûté dans l'absolu des infrastructures 3000 milliards, la population a le droit de demander des comptes. Si maintenant tu réussis à apporter des réponses et que les populations obtiennent réparation, évidemment, nous allons arrêter de revendiquer. Donc, l'objectif de la contestation dans un état de non-droit n'est pas de dire comme si un régime pourri, tuons-les. Mais non, le MRC, c'est d'ailleurs le slogan qui est sur l'écharpe qui est sous mes yeux, le changement dans la paix. Le changement dans la paix, il faut bien l'expliquer. Le changement dans la paix, peut-être Maurice Kamto lui-même ne va pas vous l'expliquer comme ça, mais je vais être pragmatique. Le changement dans la paix ne signifie pas que la paix est le seul moyen par lequel on aboutit à une nouvelle république. Ce n'est pas le seul moyen, c'est simplement le moyen que nous avons choisi. D'autres ont choisi la violence et ils ont réussi. Fidel Castro a choisi la violence en 1953 à Cuba. 6 ans plus tard, en 1959, il a renversé Fulgencio Batista. Thomas Sankara a choisi contre Jean-Baptiste Ouedraogo en 1983 la violence. Il l'a renversé par un coup d'état militaire le 4 août. Et ainsi de suite. Mais non, nous avons choisi, comme, je ne sais pas, Mahatma Gandhi, la voie pacifique, et nous avons justement réussi à renverser, et nous allons justement réussir à renverser l'ordre établi par justement cette voie-là. Il y en a qui ont utilisé des formules hybrides, comme Nelson Mandela. De temps en temps, il avait un discours de paix, de temps à autre, il posait des bombes dans les coulisses, avec les résultats que ça connaît. En fait, il n'y a pas de méthode alpha. Mais le MRC a choisi la méthode dans la paix qui consiste à éduquer, comme on est en train de faire actuellement, les populations, les Camerounais sur la situation dans laquelle ils sont dans l'état de non-droit, en leur présentant les autres types d'états de non-droit qu'il y a eu à travers le monde, en leur montrant comment, à travers les contestations, à travers la hargne, la fougue, la mobilisation et la contribution de tout un chacun dans ces sociétés-là, les états de non-droit sont devenus des états de droit, et en leur montrant comment certains états de non-droit sont actuellement en construction, en marche vers des états de droit, et en leur montrant comment parfois même dans un état de non-droit, quand la population a tout, elle arrête de revendiquer. En Chine, on revendique très peu, c'est normal. Ils ont le réseau de TGV le plus long du monde. Or, ils n'ont le TGV que depuis 2007. Ils ont le réseau de métro à Shanghai le plus long du monde. Ils ont des infrastructures géniales. La plus grande piscine olympique du monde, le Water Cube, se trouve à Pékin pour les JO de 2008. Et vous avez certainement en mémoire leur fameux stade, le Nid d'Oiseau, le stade olympique.
une architecture de malade mental où tu te dis, bah, s'ils ont réussi ça en quelques années, c'est que la population a dit à ses concitoyens, à partir de maintenant, nous allons nous activer à améliorer vos conditions de vie. Maintenant, épargnez-nous les questions de démocratie, de blabla, de machin. C'est aussi une façon de voir les choses, parce qu'il n'y a pas une vérité unique. Mais comme justement les Chinois ont plus ou moins le minimum vital, de plus en plus, ils commencent à sortir de l'eau, ça devient un pays émergent dont, à bien des égards, il est supérieur aux pays développés d'aujourd'hui. Les populations revendiquent moins parce que les Chinois eux-mêmes voient comment, à travers le monde, ils sont respectés, comment, à travers le monde, on les considère. On va insulter un noir de sale nègre à Nantes, mais on ne va pas insulter un Chinois, sale Chinois sur la place publique en sachant que son gouvernement sera au courant. Mais non, dont les Chinois ont fini par comprendre que le gouvernement travaille pour nous. Il met sur pied une infrastructure qui permet que nous soyons respectés. C'est ce que Deng Xiaoping leur avait dit lors des manifestations de 1989, où, après y avoir dit « je vais développer la Chine sur les 4 modernisations », l'agriculture, l'industrie, les sciences et techniques et le domaine militaire, les populations lui ont dit « oui, mais tu as oublié la 5e modernisation, la démocratie ». Il a dit ça, on verra plus tard. Il a justement réprimé dans le sang sur la place Tiananmen à Pékin ceux qui ont osé revendiquer pour la démocratie. Autant on pouvait contester justement en disant que ben oui, permet aussi au peuple de s'exprimer, autant il a montré que quand tu as assuré les besoins d'un peuple, la démocratie est importante en fait pour que le peuple puisse dire j'ai besoin de telle ou telle chose quand il ne l'a pas. Maintenant, certains États comme Singapour, qu'on appelle des dictatures bienveillantes, s'arrangent à fournir à peu près tout à leur population et à dire à leur peuple regardez, vous avez tout, ne nous cassez pas les oreilles. La différence avec un État de non-droit au Cameroun, c'est que vous n'avez rien, mais ne nous cassez pas les oreilles. Et c'est ça qui crée tout le paradoxe de l'affaire, qui fait que nous, on est évidemment déterminés à leur casser les oreilles, puisqu'il n'y a rien, ou à encourager ceux qui leur cassent les oreilles, à leur casser les oreilles davantage. Donc, le changement dans la paix signifie, le MRC a choisi la voie pacifique, la voie pédagogique, la voie éducative, la voie... Mais d'autres ont leur voie, et c'est leur plein droit. C'est l'avenir qui nous dira s'ils arrivent à leur fin ou pas. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de ne pas être d'accord avec nous. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de ne pas épouser nos méthodes. Fidel Castro, dont je parlais tout à l'heure, était avocat. Il s'est allié avec un jeune argentin, Ernesto Guevara, qu'on va surnommer le Che, qui lui était médecin. Mais les deux, ils se sont rendus compte que la voie pacifique pour eux ne fonctionnait pas. Donc ils ont pris les armes. Thomas Sankara, pareil. Nous, on est déterminés à aller dans la voie pacifique parce que la guerre est horrible, évidemment. Parce que nous ne voulons pas qu'une goutte de sang soit versée. Parce qu'on se dit, chaque vie perdue est une vie de trop. La finalité, finalement, permettez-moi la tautologie, c'est que tout le monde vive bien. Et chaque décès, il n'y a rien qui vaut qu'un homme perde sa vie. Nous perdons la vie parce que la bêtise humaine fait que certains humains ne peuvent justement entendre raison qu'en passant par le sang. Certaines dictatures, certaines idéologies ne peuvent prendre fin que à la suite d'une guerre. Comme disait la chanson, c'est la guerre, c'est tellement beau l'été qu'on ne peut pas croire que c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Donc, la voix du MRC, elle est celle-là. Et elle se rapporte justement au fameux mouvement OTS que j'ai mis sur le thème de la conférence. Le mouvement OTS, on a trop supporté, parle pour lui-même. C'est-à-dire, on peut s'arrêter là. Quand on dit OTS, en fait, la phrase dit tout. On a trop supporté, ou on a beaucoup souffrance, comme on aime souvent caricaturer. Ils sont en train d'exprimer tout haut ce que nous pensons tous, tout bas, même nous qui sommes en France, et que nous sommes incapables, justement, de dire sur le terrain, que nous avons été incapables, nos parents, nous, nos cousins, nos enfants, on a été pendant de longues années, ça n'allait pas, mais on n'arrivait pas à dire que ça n'allait pas. Moi, avec la famille, ça a été un bras de fer colossal quand j'ai dit les questions politiques m'intéressent, la volonté de voir un Cameroun meilleur, ça m'intéresse beaucoup. Il y a ma mère qui me dit, il y a mes oncles qui me disent, il y a mes tantes qui me disent, il y a tel qui te dit, mais ne fais pas ça, on va te tuer. Et donc je pose les questions, mais justement, on va me tuer. Je ne veux pas d'un pays où je risque la mort parce que j'ai exprimé un avis. C'est précisément parce qu'on risque la mort quand on exprime un avis que ce type de pays doit prendre fin. Parce qu'on ne peut pas dormir sur ses deux oreilles en sachant qu'on vit dans un pays où, si on veut exprimer sa liberté, on va mourir. Ça signifie qu'on est déjà en prison. On est incapable de tout mouvement, de toute revendication. C'est être réduit à l'état de cadavre. Le mot est fort, mais c'est exactement ça.
Quelle est la différence entre quelqu'un qui ne conteste pas et un cadavre? Le cadavre ne revendique pas. Le cadavre ne dit pas qu'il en a marre. Le cadavre, faites de lui ce que vous voulez, il va obéir. Jetez-le dans la boue, il y a des cadavres qu'on emmure, on les retrouve 30 ans plus tard quand on démolit la maison. Il y a des cadavres qu'on brûle. Il n'y a pas un cadavre qui dit « Ah non, ne brûlez pas, ça fait trop chaud ». Le cadavre subit tout sans broncher. Et un humain vivant ne peut pas se payer le luxe d'accepter ce qu'accepte un cadavre. Ce qui nous fait dominer sur les cadavres, c'est que nous savons qu'ils sont des cadavres et nous savons que nous, on est en vie. Et ils ne savent pas qu'ils sont en vie, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Et on ne peut pas, avec toute la force que la vie nous donne, justement, être réduit à cet état-là et être content et dormir en se disant, bon, le changement viendra d'un messie, c'est impossible, c'est une fuite en avant. Le changement vient de ceux-là qui subissent la répression. Et il y a défaut d'avoir été celui qui a marché, qui a levé la tête en premier, on doit justement bousculer et pousser ceux qui, justement, lèvent la tête. Celui qui a été, vous avez certainement vu son image circuler dans les réseaux sociaux, le jeune Amido, le jeune enseignant qui est décédé il y a quelques semaines justement, dans le cadre de ces moments OTS, qui était l'un des principaux lanceurs d'alerte sur le fait qu'après 10 ans d'exercice, il n'avait pas de matricule. Il n'avait donc pas de rémunération, il n'était pas considéré. Pourtant, il l'exerçait comme un enseignant conventionnel. Ce n'est que sur le tard, après 10 ans, et alors qu'il est déjà à l'article de la mort, qu'on signe son matricule sans rémunérer, sans envoyer l'argent qui a été promis, sans envoyer justement ce qui lui est dû, parce qu'on est dans un état de non-droit. Et c'est cet Amido qui perd la vie par la suite, et c'est ça qui anime l'indignation, justement, qui alimente encore l'indignation que nous voyons aujourd'hui. Amido, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'était un proche de quelqu'un qui m'est proche. Ça veut dire, comme le monde est petit, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent toujours, à ceux qui pensent que ça ne les regarde pas, à ceux qui pensent que, bon, moi je ne fais pas politique ou ça ne va arriver qu'aux autres. Tu peux ne pas supporter Maurice Kamto ou un autre leader de l'opposition. Tu peux te dire que Biya est le meilleur des présidents et qu'il fait bien de massacrer sa population, comme on a vu certains biaïstes dire « On ne vous a même rien fait de vous tabasser, ce qu'ils oublient, c'est que tu peux être biaïste, mais la fille que tu as rencontrée en boîte de nuit hier et à laquelle tu es soudain très attaché, elle, justement, elle n'est pas biaïste et elle va subir devant tes yeux la répression. Ça peut être ta mère. Mon père était député RDPC. Or, moi maintenant, son propre sang, je ne peux pas aller au Cameroun parce que je suis taxé d'anti-modèle, comme Biya a dit, ceux qui veulent déstabiliser le pays et qui justement ne doivent pas venir troubler la tranquillité des patriotes. Donc, tu peux être du système et dire que ça va, mais ton propre enfant, lui, il est dissident. Et tu vas voir ton propre enfant mourir sous tes propres yeux. Parce que tu t'es dit que comme tu n'es pas biaïste, ce qui va arriver au Camerounais ne te touchera pas. Ça peut ne pas te toucher, mais ça peut toucher ton père, ton cousin, ta mère, parce qu'on est libre de nos opinions politiques. J'ai refusé d'adhérer à des opinions par convention. On dit ton père était du RDPC, blabla, mais je n'en ai rien à faire. Je ne suis pas mon père. Nous n'avons même pas les mêmes empreintes, même deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. On est tous des individus uniques. Donc chacun pense pour être, comme disait Descartes. Si je pense comme quelqu'un d'autre, bah, ce n'est plus moi. Je suis quelqu'un d'autre. Je pense par moi-même. C'est ça qui me donne mon identité propre. Je pense dont je suis, ce n'est pas un slogan, c'est l'une des paroles les plus vraies qui soit. Et il est d'autant plus important dans le contexte politique. Donc, le décès d'Amido a donc alimenté justement la colère, la revendication des gens qui ont compris que bah, je suis enseignant moi aussi, ça me touche, ça impacte sur ma famille. S'il m'arrive quelque chose, ma femme, elle est démunie, comme la femme de Rodrigue, comme la femme d'Amido, elle va se retrouver dans l'incapacité de payer certains loyers qui sont même à 5 000 francs, à 10 000 francs. Pourtant, j'ai travaillé, pourtant j'ai donné, je me suis donné à ce pays, je me suis donné corps et âme à cet État. Et comme si ça ne suffisait pas, on a encore l'État qui nargue les populations. Le ministre des Enseignements secondaires a sorti une note hier, je crois, ou avant-hier, qui menace de traduire les enseignants au conseil de discipline s'ils ne reprennent pas l'école. Parce que après le mouvement OTS, ils ont lancé le mouvement École morte. Et on leur dit, vous avez certes travaillé, nous ne vous avons certes pas payé, mais nous vous obligeons à aller en cours, sinon on va vous traduire au conseil de discipline. Le type d'absurdité qui n'existe que dans des états pourris, dans des états carnassiers, des soupçons d'état, comme j'appelle souvent ce type de cas de figure. Parce que
La logique, quand on dirige un pays, la logique, elle est évidente pour tout le monde. Ils ont travaillé, on les a pas payés. Payons-les et le tour est joué. Mais on préfère procéder par la menace plutôt que d'écouter des gens qui sont dans leurs droits, en risquant de reproduire pourtant ce qui s'est passé dans la zone anglophone. Et donc, ça a alimenté la colère de ces gens. Moi, je n'aimerais pas. Si on a cette entrevue, et si parfois j'exhorte ceux qui ont la possibilité ou que je donne moi-même mon appareil en disant il faut enregistrer, il faut filmer, c'est parce que ça permet à ceux qui sont, à ceux qui doutent et qui veulent lâcher prise, à ceux qui mènent ce mouvement au Cameroun, certains d'entre eux qui veulent lâcher prise, qui se disent que bon, ça va, ça permet qu'ils comprennent que non, on est à fond avec, on est de tout cœur avec eux, ça permet de leur dire qu'ils ont raison. Les footballeurs dans un stade de foot ont besoin de supporters. Quand tu joues à huis clos, ton rendement n'est pas le même que quand tu sais que ta femme, ton père, tes enfants sont dans les tribunes et te regardent. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un que tu dois satisfaire, évidemment tu te donnes à fond. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui soutient ce que tu es en train de faire, évidemment tu donnes ton maximum. Donc nous, on est là pour leur dire, allez-y, vous avez raison, parce que ce n'est pas possible. Le même cas de figure s'est produit en Afrique du Nord et qui a justement été le point de départ de ce qu'on appelait le printemps arabe. Il s'appelait Mohamed Bouazizi, un peu comme Samuel Ouazizi, qu'on a tué dans les geôles du CED et dont on a fait disparaître le corps et que la famille n'a plus jamais revu. Mohamed Bouazizi était un jeune étudiant, un jeune élève qui a dû abandonner ses cours dès l'âge de 14 ans. Parce que voilà, il devait maintenant subvenir aux besoins de sa famille et il a commencé à faire de la vente mobile. Il est devenu un vendeur ambulant. Il devait nourrir une famille de 7 enfants. Quand son père est décédé, il n'avait que 3 ans. Et donc, il s'est traîné comme ça jusqu'à ses 26 ans, où il appartenait à une sorte de syndicat de sans-emploi. Il subissait exactement ce que nous subissons au Cameroun. C'est-à-dire, on venait, on prenait sa marchandise et on lui disait bah, si tu veux la récupérer, il faudra payer. Or, il n'avait de cesse de leur dire mais trouvez un moyen d'encadrer notre profession, de régulariser, je ne sais pas. C'est quand même, je vends quand même des produits, certes, c'est pas un supermarché, c'est pas, mais je vends quand même. C'est-à-dire, je nourris des gens, je vends, enfin, exactement comme les grandes surfaces qui achètent chez les grossistes et qui redétaillent. Donc, trouver des solutions. Mais lui, on le riait au nez. Et la dernière fois qu'il est allé, justement, auprès des services publics demander cela, c'était en décembre 2010. On lui a répondu par des moqueries, par la saisie de ses biens et par une salve de gifles. Il a compris que ça ne servait à rien. Il a dit, il a écrit à sa sœur Laïla, avec qui il était proche, celle qui était du même sang de père et de mère que lui. Il a dit, dans ce pays, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Enfin, vivre comme je vis, c'est vivre dans l'indignité la plus totale. Donc, au milieu de la rue, dans sa ville de Sidi Bouzi, il s'est aspergé d'essence et il s'est justement immolé par le feu. Il est décédé 2 semaines plus tard. Évidemment, le mouvement, la pilule n'est pas passée. Vous voyez, c'est à peu près pile poil ce qui se passe actuellement avec Monsieur Amido. Qui vient, il dit j'ai besoin de X, Y, on ne lui donne pas, il finit par mourir. Bon, Ouazizi, lui, il a perdu la vie, lui, il s'est suicidé, Amido, lui, il était malade. Mais les deux cas de figure sont les mêmes. On a un État voyou qui pense qu'il peut se moquer indéfiniment des citoyens. Il ne sait pas que les citoyens, là, eux-mêmes ne savent pas quand est-ce qu'ils vont se lever contre lui. Donc, les Tunisiens se sont levés contre Ben Ali et le 14 janvier 2011, il était débouté. Ça s'est propagé dans toute l'Égypte, dans tout le Maghreb, dans toute l'Afrique du Nord, le fameux printemps arabe, et qui a chassé Hosni Moubarak, qui a chassé après Mohamed Morsi, qui a chassé, en fait, qui a chassé justement le Ben Ali en Tunisie, qui a chassé... Donc, ces mouvements-là, ces contestations-là, on est en train d'assister à un schéma, le type de schéma qui nous permet donc de comprendre que ce n'est pas un cas isolé. Nous ne sommes pas contents que des gens perdent la vie, mais nous sommes quand même contents que ce régime pourri est en train de semer lui-même les germes de sa destruction, en étant convaincu que ce qui arrivait dans d'autres pays ne lui arrivera pas. Il ne savait pas que les francophones aussi allaient revendiquer. Quand les anglophones revendiquaient, on disait bon, les anglophones ont une autre mentalité et tous les francophones sont des lâches de toute façon. Et Paul Biya avait dit tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais voilà, Yaoundé qui respire de moins en moins. Yaoundé est en apnée actuellement. Donc à un moment donné, il y a toujours l'inattendu qui se passe. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et actuellement, donc, on a affaire à ça. Et c'est pour ça qu'il est important, et je le réitère pour la 10 millième fois, de dire à ces enseignants
qui revendiquent qu'ils ont totalement raison. Et comme ils sont éduqués, ben c'est ça, les enseignants, c'est eux qui forment nos petits frères, nos enfants au pays. Ils sont politiquement outillés, à défaut d'être politiquement actifs dans le sens du parti politique. Mais la prise de conscience de ce dont on a droit, c'est ça la conscience politique. Ils sont donc même peut-être sans le savoir politiquement outillés et ils revendiquent. Et il ne faut pas qu'une tentative de menace, une tentative de corruption outre mesure essaye de les faire taire. C'est la force du nombre de personnes conscientes qui génère quelque chose. Et eux, ils sont conscients, ils n'ont qu'à être nombreux conscients. Le nombre en soi ne résout pas forcément les problèmes, mais quand une masse de personnes conscientes se réunit, évidemment, ça fait bouger des choses. Grâce à la bêtise de notre régime, de notre gouvernement au Cameroun, on est en train d'assister à ce que nous-mêmes on n'envisageait pas il y a quelques semaines. Donc c'est important cette prise de conscience-là. Eux, ils pensent que, bon, c'est le statu quo permanent, et il y a aussi, évidemment, à côté de nous, et ça fait partie des aléas d'un état de non-droit, c'est-à-dire pendant que vous contestez, pendant que vous vous révoltez, pendant que vous appelez à la revendication, vous avez des gens qui souffrent plus que vous et qui vous combattent plus même que ceux que vous combattez. Monsieur Albert Nzong, on disait tout à l'heure que quand vous allez, vous allez, je sais pas, en Vomeka, à Saint-Bilma, vous allez dans le sud, vous allez trouver des gens qui sont dans une misère supérieure même à la vôtre. Or, eux, ils sont de ce que Famandongo appelle le socle granitique de Paul Biya, pour justifier le tribalisme. Ils sont dans le fameux socle granitique. On leur a dit, nous avons le pouvoir, même moi je suis du centre, donc je fais partie du peuple élu qui a le pouvoir, mais paradoxalement je combats le régime parce que je sais que les populations du centre ou du centre-sud ne sont aucunement mieux logées que les populations d'autres régions. Parce que ce qu'il y a au Cameroun, comme le disait le conseiller Albert Nzongan, ce n'est pas le tribalisme, c'est vrai, mais c'est un tribalisme d'État. C'est un tribalisme institutionnel, c'est un tribalisme institutionnalisé où une clique de bandits, ce que j'appelle dans tous mes articles le gang de malfrats, pour s'accaparer justement, parce que c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Ils ne sont rien d'autre. C'est ce qu'ils sont. Quand Ferdinand Ngongo vous dit la Sodécoton doit revoir ses critères de sélection alors qu'il signe des arrêtés et des décrets de nomination sous la haute direction d'un homme qui ne sait même plus comment il s'appelle, et où il aligne des gens qui sont majoritairement de la même région, du fameux socle granitique, c'est du banditisme. Quand Grégor, on a vous dit que la fête du 20 mai, la fête du 1er mai n'aura pas lieu parce qu'il y a Covid, pendant que les boîtes de nuit, les débits de boissons, pendant que tout est ouvert, c'est du banditisme. Quand Ferdinand Ngongo le même demande un audit auprès de la Chambre des comptes, alors que lui-même est impliqué dans les 3000 milliards de la canne qui ont disparu, c'est du banditisme, ce sont des malfrats, il n'y a rien à faire. Quand monsieur Mamafouda va se soigner en Europe pour le doigt qui démange, c'est du banditisme. Quand Ganouj Messi vous facture les 9 km de la pénétrante Yaoundé, de la pénétrante est de la ville de Douala à 44 milliards, c'est du banditisme. Quand Kecha Cortez vous dit en 2019, je vais vous créer la Cameroon Silicon Valley d'une valeur de 12 milliards de francs CFA, et qu'en 2022, peut-être qu'elle ne sait pas que 2022 c'est après 2019, on n'a toujours pas la Silicon Valley, c'est du banditisme. Donc, on est gouverné par un gang de malfrats qui entretient donc justement ce que nous appelons la mangeoire et qui fait croire aux populations, non, les élites, les nôtres, ne laissez pas les autres, non. Ils parlent de nous, alors qu'en fait, quand ils parlent de nous, c'est du petit groupe qu'ils parlent, du petit groupe qu'eux, ils forment. Ce n'est pas le nous, l'élite et le peuple, c'est le nous d'en haut. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun, et en cela je suis totalement d'accord, la tribu des malfrats et la tribu du peuple, malheureusement inconscient pour une partie de ce peuple. Je parlais donc de ceux qui, quand tu essayes de te battre, sont dans la même situation que toi, voire pire, mais ils viennent te dire « Laisse ça, vous voulez détruire le pays ». La situation se rend cocasse. Je regarde un de mes articles, je me dis « Moi j'ai l'électricité illimitée en Allemagne, en France, partout où je vais ». Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il y a eu coupure d'eau. Je crois que ce mot a déjà disparu des dictionnaires de ce côté du monde. Mais tu as quelqu'un qui a vu le dernier robinet qu'il a vu en bon état de fonctionnement, c'était à la télévision, il y a 6 mois. Mais c'est lui qui te dit, arrête de vouloir déstabiliser le Cameroun quand tu revendiques de l'eau pour lui. Pour lui. Et ça rejoint exactement ce que l'écrivain américain Ernest Hemingway disait. Ignorant people are the happiest. Les ignorants sont les plus heureux.
Les personnes intelligentes, les personnes qui réfléchissent sont en général tristes. Parce qu'elles observent le monde rationnellement, elles voient le manque, elles voient la privation, elles voient la répression, elles voient l'oppression, elles voient la souffrance, ces personnes la voient tout ça. Les ignorants, ils estiment que bon, c'est comme la femme battue. La femme battue inconsciente se dit, il m'a tapé, il a raison, l'homme est supérieur. Donc finalement, elle va même, je sais pas, elle va même s'activer à encourager les autres femmes à être soumises à la bastonnade et à estimer qu'elle remplit parfaitement son devoir de femme dedans et qu'elle est la meilleure femme et elle va se lier contre les femmes qui sont conscientes de leurs droits et qui ne veulent pas se faire taper dessus. De la même façon, celui à qui on a dit ah laissez le père, ah laissez, c'est Dieu lui-même qui va l'enlever là. Celui-là, il est heureux de ne pas avoir de l'eau. Parce qu'on a annihilé en lui la conscience selon laquelle il a le droit de s'indigner. Quand je dis tu dois t'impliquer, ou quand je parle du livre de Stefan Hessel, indignez-vous. Il a dit indignez-vous, c'est-à-dire, mais plaignez-vous. Même les Allemands traduisent ce pamphlet, un Euch. Indignez-vous. Le livre a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires parce que les Français se sentaient directement concernés. Mais oui, j'ai raison de m'indigner. Et on voit que la culture de l'indignation de la France s'est renforcée dans les années suivantes. Le mouvement des Gilets jaunes est l'une des plus longues contestations politiques qu'on ait jamais vues dans tout pays confondu. Il y a eu la revendication de Selma en 1955 où ils ont boycotté les bus, mais je n'ai pas de mémoire une revendication qui a duré comme ça plus d'1 an et qui a été étouffée d'une part par le Covid et d'autre part par les magouilles très sagaces d'Emmanuel Macron qui est très intelligent pour étouffer la contestation. Ça, en tout cas, on ne peut pas le lui retirer. Mais voilà. Donc, on doit être conscient, justement, quand on est dans un état de non-droit, que nous serons combattus par des gens qui, en fait, souffrent plus que nous. C'est un message que j'adresse justement aux contestataires et que nous devons leur adresser à chaque fois que nous sommes avec eux en leur disant « Ne flanchez pas. Ce que vous subissez actuellement, la répression du gouvernement, le mépris, les moqueries même des autres, ce que ah ben laisse ça, va travailler, tu auras ton salaire, cela ça fait partie du jeu. Si le chemin n'est pas compliqué, c'est que ce n'est pas le bon chemin. La preuve que vous êtes sur la bonne voie, c'est que justement vous subissez tout ça. C'est ça qui nous a permis de rester droit dans l'esprit de la Renaissance. Mon père était député hier RDPC. J'aurais pu me dire, en soutenant Paul Biya, ma vie, je serais l'ami de Brenda, de Franck, ce serait le paradis. Je ne serais pas interdit d'aller au Cameroun, ce serait bien meilleur. Mais quand tu as la conscience que ce n'est pas ce que tu veux, quand Thomas Sankara disait, il vaut mieux de l'eau potable pour tous plutôt que du vin pour quelques-uns, c'est vrai que je ne bois pas de vin, mais même si j'en buvais, on dirait pas, ce n'est pas le choix là que je ferais. Évidemment, il faut de l'eau potable pour tous. Et quand on a la conscience de l'eau potable pour tous, on partage ça autour de soi. Et on dit aux enseignants, n'acceptez pas que quelqu'un vous glisse des pots de vin dans les coulisses. N'acceptez pas que quelqu'un vous soudoie vos corons en arrière. Continuez de marteler que c'est tous les Camerounais qui doivent justement jouir d'un bon salaire, d'une bonne considération, d'une bonne rémunération. Maintenant, je peux conclure, je peux terminer en disant quand même 2 ou 3 choses sur la façon, les petites déclinaisons, comment on peut revendiquer ou comment on peut encourager ceux qui revendiquent. Nous sommes en train actuellement de parler entre nous et c'est très bien. La magie des réseaux sociaux fait que ce que nous sommes en train de dire justement est enregistré et donc c'est diffusé auprès de ceux qui ne sont pas là. Même si 2-3 personnes écoutent plus que ceux qui sont ici, c'est déjà excellent. Comme on a vu avec Amido, comme on a vu avec Samuel Bouazizi, comme on a vu avec même à Cuba, la révolution de Cuba part de l'assassinat d'un jeune garçon de 22 ans, Frank País, qui justement, et c'était le 26 juillet 1953, qui justement était contestataire de la politique oppressante de Monsieur Batista. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 26 juillet est une fête nationale à Cuba. Le moment du 26 juillet, le Movimiento 26 de Julio, il le fait comme ça pour dire c'est le jour, le point de départ de notre revendication. Donc, l'une des choses que nous pouvons donc faire, c'est communiquer cette histoire-là, parler entre nous pour, disséminer la graine. C'est-à-dire, on doit propager, le Covid s'est propagé à travers l'Europe pendant des années. Nous, on va propager pendant des années aussi, à travers l'Europe et à travers l'Afrique, l'idéologie de la poursuite de la contestation. Ça signifie que je dis à M. Alpha, il faut contester, c'est bien, et M. Alpha qui a écouté auprès de moi qu'il faut contester, s'en va dire à M. Beta qu'il faut contester, et M. Beta dit à M. Gamma, M. et ainsi de suite, et dans tout le monde.
finit par s'imprégner de l'idée selon laquelle il faut contester. Il faut que le mouvement soit maintenu. Il ne faut pas que ça lâche. C'est une bonne, comment dire, c'est un bon filon politique qu'on a attrapé. Quand vous avez pris le courage à deux mains de faire quelque chose, et autant le gouvernement a l'habitude de tirer sur des gens et de voir comment le peuple va réagir, autant les enseignants aussi sont en train de tester actuellement le gouvernement, et ils voient comment le gouvernement, la bataille est rude. C'est devenu beaucoup moins facile de tirer sur des Camerounais comme ils le faisaient pour des contestations politiques, parce que là c'est des enseignants, là il y a le spectre de la crise anglophone, là dans leur bêtise il y a quand même une certaine prise de conscience. Comme les Ivoiriens disent, un truc, je ne sais pas trop comment le proverbe se décline, mais ils disent, même le fou sait s'arrêter au feu rouge. Et que même le fou, à un moment donné, il y a l'instinct de survie qui lui dit, si je traverse là, je me fais renverser par une voiture. Donc, eux aussi sont en train de tester, et qui sait où ça ira. Un jour viendra. Les autorités yaoundé se sont convaincus que contester, ça veut dire renverser le régime. Non. On veut que les Camerounais aillent dans la rue parce que la Constitution leur permet d'aller dans la rue, pas parce qu'ils doivent renverser Paul Biya. Maintenant, s'ils renversent Paul Biya, ils ont le droit. Tout le monde a renversé tout le monde dans tous les pays. C'est comme ça qu'on reconfigure une carte politique. Si un gouvernement est sûr de lui, sûr de sa politique, il n'a pas à craindre d'être renversé. Donc, ça c'est d'un. Maintenant, de deux, on peut, et on le fait déjà au pays, entre autres, à travers les interventions sur les plateaux télévisés. Le MRC a une équipe de personnes très dynamiques qui a d'ailleurs prouvé par leurs compétences, par leur talent qu'il est impossible de nous prendre à défaut dans un débat politique. Pour faire ça, nous sommes trop forts. Et comme nous sommes trop forts, nous voulons justement continuer de mettre cela dans la tête des cadres, de les rendre aussi trop forts pour qu'à un moment donné, la matraque ne puisse plus répondre aux arguments. Parce que le nombre de ceux qui seront en mesure d'argumenter et de tuer l'adversaire par les mots, par la critique constructive, par justement la contestation citoyenne et civique, ce nombre-là soit tellement critique que le régime se foudroie lui-même en tentant de foudroyer le citoyen par justement la matraque. Maintenant, pour brosser le troisième et dernier exemple, si vous voulez, évidemment, je pars du principe qu'il y aura une sorte de phase d'échange entre nous. On pourra approfondir deux ou trois choses dont on brosse, comme j'ai dit, il ne s'agissait pas de dire, d'enseigner, de montrer comment on doit contester, sinon ce serait très égocentrique de ma part d'avoir l'outrecuidance de dire comment est-ce qu'on doit contester à ceux qui ont déjà commencé à contester alors que je n'étais pas là et que je ne savais même pas qu'ils avaient prévu de le faire. Mais le troisième niveau peut être justement de les soutenir en arrière matériellement. Que ceux qui en sont capables en fonction de leurs moyens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, le Dieu de la Bible parmi nous. Lorsque le peuple d'Israël partait d'Égypte, les Égyptiens qui étaient leurs amis les ont soutenus, on leur a donné des bijoux, des étoffes, des trucs comme ça. Et dans chaque mouvement, pour revenir à Cuba dont je parlais, ils avaient les M26 de la forêt, de la Sierra, qui estimait qu'il faut se battre par les armes, mais il y avait le M26 urbain, le moment du 26 juin version urbaine, qui organisait une logistique. Il y avait des avocats, des enseignants, des médecins, des donateurs. En fait, c'était toute une société, parapublique ou parallèle, parce qu'elle n'était pas officielle, mais quand même, qui était composée d'acteurs qui se soutenaient mutuellement. Donc si aujourd'hui, j'estime que je suis dans la diaspora et je ne veux pas qu'on m'arrête à l'aéroport, mais que je veux quand même soutenir le mouvement OTS, je dois me demander dans quel domaine est-ce que je peux leur apporter quelque chose. Dans quel domaine est-ce que moi, je peux quand même les encourager, leur montrer que, même si on ne vous le dit pas, on vous soutient. J'aime bien ceux qui sont allés dire à Rodrigue, après son décès, que j'ai eu la lâcheté de ne pas te soutenir, mais sache que je pense à toi. Le problème, c'est qu'une fois que nous avons perdu la vie, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut que nous soyons capables de soutenir ceux qui contestent de leur vivant, que nous soyons capables de trouver des moyens maintenant de leur permettre de survivre. Il faut que l'État du Cameroun se demande comment ceux-ci continuent de tenir. On leur a coupé des vivres, qui leur donne à manger, on n'a pas besoin de cacher ça. Comme avec les prisonniers, nos prisonniers qui sont en détention. Quand quelqu'un mène un combat juste et qu'on n'a pas envie de mener ce combat de la même façon que lui, mais qu'on a envie de mener ce combat quand même, alors il faut mener ce combat-là quand même, mais d'une autre façon.
Donc, s'ils ont besoin de vêtements, celui qui peut acheminer des vêtements trouve un canal d'acheminement de vêtements. S'ils ont besoin d'argent, c'est la transaction la plus facile. Celui qui en est capable, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse inconnu. Il y a des donateurs dans ce monde qui font des dons par millions et dont on n'a jamais vu le visage, qui contribuent énormément à certains mouvements. Nous les accusons même d'être des lobbies obscurs qui veulent instaurer un nouvel ordre mondial. Je suis désolé, mais ils ont raison. Eux, ils sont capables de mettre la main à la pâte pour financer leur projet. Nous devons être capables de mettre la main à la pâte pour financer notre contre-projet. Nous devons être capables de mettre la main à la pâte pour soigner les revendications, enfin ceux qui revendiquent les contestataires, je ne sais pas, gratuitement ou à moindre frais, pour engager notre profession d'avocat et les défendre, pour en fait dans diverses échelles, il faut. Maintenant, il y a des fous comme nous qui n'avons pas, enfin qui avons, comment dire, comme Chimiyavuna disait, qui marchons avec notre cercueil dans les mains, qui avons décidé de nous dévoiler, qui avons décidé de dire ouvertement, même si ça nous coûte le retour au Cameroun pendant le règne de Biya, on s'en fout, nous on va l'attaquer frontalement parce qu'on ne l'aime pas et on se sent bien quand on s'exprime dans la forme dans laquelle on a voulu s'exprimer. C'est ce que Thomas Sankara disait donc quand il disait « Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser et nous sommes là pour continuer la lutte, coûte que coûte. » Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh là là. Alors, c'est très difficile de prendre la parole après Wilfried Claude Ekanga, parce que c'est un monstre de la parole. Ouais. Je crois qu'il nous a tous perfusés et qu'il nous faudra du temps pour digérer, voyez-vous, toutes ces connaissances qu'il vient, n'est-ce pas, de nous. Comme il a laissé entendre au cours de son propos, nous allons passer